bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'absence des candidats au DCE et O-Level atteint un taux record dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les deux régions anglophones du pays. Malgré un fort déploiement sécuritaire, très peu ont répondu présent à l'appel, tandis que d'autres candidats ont éprouvé de sérieuses difficultés à retrouver leur salle de composition. La faute à la réorganisation des centres d'examen spéciaux qui ont désorienté plusieurs candidats. On en parle au cœur de ce journal. Le principal responsable du drame ferroviaire des ECA annonce qu'un accord d'indemnisation a été finalisé avec les familles des personnes décédées lors du drame survenu le 21 octobre 2016. Cependant, la mise en œuvre de ce processus continue d'être vivement critiquée et contestée par un collectif d'avocats. De leur côté, l'assistance juridique aux victimes prend une tournure bien compliquée dans le Highgate. Analyse et décryptage à suivre en deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale, de nouvelles évasions des prisonniers qui ébranlent les pouvoirs publics au Congo-Kinshasa. Plus de 900 prisonniers se sont évadés dimanche d'une prison centrale située à Beni. Des opérations de bouclage sont organisées depuis dimanche soir jusqu'à ce début de semaine pour tenter de les rattraper. On fait le point avec Eric Watat et Albertine Bitiaga. C'est une nouvelle évasion spectaculaire. Sur les 966 détenus que comptait la prison de Beni, il n'en reste que 36, ont annoncé les autorités du pays dimanche après-midi. Selon les révélations des médias locaux, tirées des témoignages, des assaillants habillés en civil ont ouvert le feu sur des gardiens de la prison, tuant 8 personnes. Ils ont ensuite réussi à entrer dans la prison et à libérer quasiment tous les détenus. Un bilan lourd pour une attaque prévisible selon la société civile. La prison était surchargée, les détenus étaient 3 fois trop nombreux, révèlent des membres de la société civile congolaise, avançant qu'ils avaient déjà alerté sur un risque d'attaque de la prison. Ce n'est pas la première attaque du genre enregistrée dans ce pays. Le mois dernier, 4000 personnes avaient réussi à s'enfuir dans la prison de Makala, dans la capitale. Quelques jours plus tard, d'autres détenus s'étaient évadés des commissariats d'une commune de Kinshasa. Toujours dans ce chapitre international, les choix d'Emmanuel Macron suscitent des interrogations sur l'avenir de la France-Afrique. Le numéro 1 français a reçu en audience en l'espace de 2 jours le président Macky Sall du Sénégal et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Les présidents africains et leurs homologues français ont échangé sur des questions concernant l'agenda économique, coopération économique et la coopération sécuritaire. Éric Massanjomo nous en dit plus dans ce reportage. Lutte contre le terrorisme, renforcement de la coopération économique et militaire sont quelques points qui ont meublé les discussions entre Emmanuel Macron et ses 2 autres Africains, Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall. Ces 2 chefs d'État africains s'imposent comme les premiers du continent reçus par le nouveau président français. Une véritable victoire diplomatique pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la traditionnelle course africaine de réception à l'Élysée par les présidents français nouvellement élus. De nombreux contradicteurs de la France-Afrique voit en ce ballet diplomatique des chefs d'État africains à l'Élysée un maintien de cap, un statu quo dans la relation entre la France et ses anciennes colonies. Cette relation, dont le socle repose sur le paternalisme français vis-à-vis de ses anciennes colonies, est de plus en plus fortement décriée par une frange d'Africains animée par l'esprit de panafricanisme. Ces derniers, partisans d'une réorientation de cette relation France-Afrique, s'offusquent du fait que les présidents africains se bousculent très souvent pour être les premiers à être reçus par les nouveaux locataires de l'Élysée. Un véritable honneur pour ces chefs d'État africains qui, à travers cette poignée de main sur le perron de la présidence française, tentent d'afficher une certaine légitimité dans un contexte marqué souvent par des contestations et de nombreuses violations dans leur pays. Je vous le disais en titre, au Cameroun, l'absence des candidats au DCE et O-Level atteint un taux record dans les régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest, très peu des candidats ont répondu présents à l'appel malgré le fort déploiement sécuritaire pour éviter des débordements à Bamenda mais aussi à Buea. L'on note également que d'autres candidats ont éprouvé de sérieuses difficultés à retrouver leur salle de composition et leur nom sur les listes affichées pour la circonstance. La faute à la réorganisation des centres d'examen spéciaux qui a désorienté plusieurs candidats. Reportage, Stella Mboui, Donald Anouzoua et Martin Manguelin. Reportage. Les journées Ville-Morte, qui semblent désormais faire partie intégrante du quotidien des populations de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest Cameroun, n'ont pas été levées ce lundi, malgré le lancement effectif des épreuves écrites au DCI. Et c'est dans cette ambiance morose, empreinte de crainte, que les centres d'examen visités dans la ville ont débuté l'examen. Au lycée bilingue de Bamenda, qui abrite 8 autres centres d'examen, l'on a enregistré beaucoup d'absences. Sur un total de 173 candidats attendus, seulement 91 ont répondu à l'appel, soit 82 absents. Situation presque identique au Ordinary Level, où l'on attendait 273 candidats. Seuls 148 ont répondu présents pour un total de 185 absents. Le lycée de Downtown, avec ses 16 centres d'examen, n'a pas échappé au dictat des absences. Pour ceux des candidats présents, mais n'ayant pas vu leur nom sur les listes, les différents chefs de centre et chargés de mission, suivant les instructions du ministre des Enseignements secondaires, ont créé une salle spéciale pour faire composer tous ces cas en attendant qu'ils régularisent leur situation. Une proposition rejetée par d'autres candidats qui ont préféré surseoir définitivement à la composition. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, tout comme à Buea, dans le Sud-Ouest, où se déroule aussi le DCI, l'on a pu observer un dispositif sécuritaire important autour des centres d'examen et un déploiement des forces de sécurité dans les artères des deux capitales régionales. Plusieurs cas d'absence ont également été enregistrés dans le lycée bilingue de Mbangem, situé dans le coupé Manengouba, région du Sud-Ouest. C'est le constat que font Jacques Molon et Gladys Sidier dans ce reportage. 516 candidats au DCI étaient attendus au lycée bilingue de Mbangem, soit 64 pour le DCI Ordinary Level et 452 pour le DCI Advanced Level. L'on a noté 60 cas d'absence. C'est après un message d'encouragement délivré par le préfet du coupé Manengouba que les candidats ont rejoint les salles de classe en passant bien sûr par la fouille systématique. We know the difficult circumstances that you faced. Once more, I stand here to wish all of you success. C'est d'abord le message de félicitations, d'avoir bravé tous les obstacles et se concentrer pour se présenter ce matin pour leur épreuve. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que tout se passe très bien, toutes les mesures de sécurité. Une fois en salle, la prochaine étape a été la vérification de l'enveloppe scellée qui contient les épreuves. Cela a été fait avec le concours des candidats. La présence des forces de l'ordre était remarquable, déployées au sein du lycée bilingue de Mbangem pour assurer la sécurité des uns et des autres. Pour cette première journée, en dehors des cas d'absence, pas d'incident majeur à signaler. Selon plusieurs responsables qui espèrent que le calme et la sérénité seront de mise pour la suite des épreuves. Tout va en tranquillité, sans problème. Mon souhait est que les élèves écrivent les examens en tranquillité jusqu'en fin de vendredi. C'est très bien ce que les élèves ont surpassé pendant ce... Les élèves sont venus nombreux, l'administration centrale et départementale était là, le vigilanté était là, la police était là. Mon souhait c'est que tout se termine bien. Pour les candidats qui ont eu une année scolaire tumultueuse, il n'est pas question de baisser les bras maintenant. Au contraire, il faut rester concentré et mettre les chances de son côté pour obtenir son examen. Nous avons commencé la première épreuve avec psychologie et elle était particulièrement pas très difficile, mais elle était quand même abordable. On ne peut pas se fier sur la première matière, donc nous attendons de voir d'autres matières, puis nous pouvons dire un résultat final. Je souhaite tout simplement que, comme le gouvernement a décidé de nous faire composer nos examens, qui continuent dans cette même lancée. Pour cette année 2017, l'on a noté une réelle baisse des candidats inscrits au DCI dans les régions anglophones.
De nombreux candidats au DCE et O-Level ont pris d'assaut des centres d'examen spéciaux. Situés à Yaoundé, le gouverneur du centre affirme que plusieurs candidats ont été autorisés à composer sous réserve de la régularisation de leurs inscriptions à ces différents examens du sous-système éducatif anglophone. Dans le reste de l'actualité, le centre-ville de Douala s'est retrouvé sous les eaux ce matin après une pluie diluvienne. Plusieurs Camerounais ont eu du mal à accéder à leur lieu de service. D'autres, les inondations ont bloqué plusieurs Camerounais dans leur domicile. D'autres ont eu du mal à accéder à leur lieu de service. Tous critiquent le manque d'aménagement des drains et des canalisations des eaux de pluie dans le centre-ville de Douala. Reportage Mitterrandam et Kate Diarra. Pieds dans l'eau que les habitants de Douala se sont réveillés ce matin. La pluie qui s'est abattue sur la ville à l'aube a provoqué le courroux des cours d'eau, les poussant à sortir de leur nid. Premier arrêt, Mobi Bonakwamouan. Ici, tout comme devant le lycée d'Aqua, près de la moitié d'une voie a été assiégée par les eaux qui vont perturber la circulation. Un peu plus haut, à l'entrée du marché New Daido, c'est une autre affaire. Très grande surprise que le matin à 7h30, je vais dans ma boutique. Depuis 7h15, je suis dehors, je ne parviens même pas. J'étais brûlé, je suis en face là depuis plus de 3 heures du temps. Toute une voie a été prise en otage par ces mêmes eaux pendant plusieurs heures, inondant de nombreuses boutiques et forçant les commerçants à rester à l'extérieur. En temps réel, j'arrive au plus tard à 8h, et là, s'il pleut comme si les pratiquement 11h, c'est mon arrêt. Puis j'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait une inondation et qu'il n'y avait pas accès. Et moi, deuxièmement, je ne peux pas facilement entrer dans cette eau parce que ça me blesse toujours. Dans le 5e arrondissement, à Makepe-Misoke, les choses sont différentes. Ce sont les agents de l'entreprise en charge du réaménagement des drains qui nous accueillent. Les ingénieurs nous apprennent que les travaux avancent. Les riverains, quant à eux, semblent sereins. Avant, on ne respirait même pas. Quand ils vont débloquer les deux tuyaux là, ça va tout le temps, on n'aura plus de problème. Sinon, c'est un peu changé. Quand il pleut, après peut-être 2 heures de temps, vous finissez. On apprendra également sur le site que la ville a été découpée en plusieurs portions pour plus d'efficacité dans l'avancée du travail. Les ouvriers restent actifs même pendant les pluies et malgré quelques difficultés rencontrées, à l'instar de celles sur le Kondi, le travail sera bouclé et les drains finalisés coûte que vaille. La région du littoral enregistre un taux de prévalence du VIH-Sida bien au-dessus de la moyenne nationale et en l'espace de quelques mois, plus de 800 personnes déclarées séropositives sont déjà placées sous traitement anti-rétroviraux. Ces chiffres sont du groupe technique régional de lutte contre le sida, des chiffres qui remettent en cause des stratégies de prévention contre cette pandémie. Reportage Flavien Valondongo. Dans l'opinion, l'infection à VIH-Sida n'est presque plus au menu des causeries. Mais la maladie continue de séduire les victimes. Mais globalement, ça tourne entre 3,9 et 4,3%. Voilà la séroprévalence qu'on a dans la région littorale. Cette prévalence est non moins importante. Et malgré le combat acharné contre cette pandémie, le tueur silencieux, tel qu'on l'appelle, résiste toujours. On ne peut pas tuer le VIH parce que le VIH est une infection chronique. L'infection est donc chronique. Mais il y a une catégorie de patients qui favorise la résistance du VIH-Sida. Les spécialistes de la santé les appellent les perdus de vue. Les perdus de vue, c'est un grand problème et vous voyez que si on doit atteindre le 3e 90, pour que tous ceux qui sont justement arrivés à une charge virale indétectable, c'est qu'il faut déjà que ces gens-là restent sous traitement. Le traitement est disponible dans des formations sanitaires agréées pour des personnes dépistées séropositives. Rien que pour le mois de mai, nous avons mis 864 personnes ces antirétroviraux. Aucune complication, tout est gratuit, notamment en termes de mise sous traitement dans l'ensemble du territoire national. Ces chiffres sont recensés à la suite d'une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage menée par un personnel qualifié qui sillonne les coins et recoins des villes et quartiers de la région et surtout du district de santé de Daido à Douala. Et les objectifs de 2020 visent effectivement que nous ayons 90% de notre population qui connaissent le statut sérologique. Pour le moment, le combat contre le sida se poursuit, avec 4,5% dans le littoral et 4,3% sur le plan national. Pour ce qui est de la prévalence, il est question que chacun apporte du sien dans la lutte. C'est l'une des raisons qui a rassemblé les hommes des médias et spécialistes de la santé ce lundi à Douala.
À quelques jours de la Coupe des Confédérations prévue en Russie, les champions d'Afrique ont pris le quartier à Madrid, en Espagne. Cette journée de lundi était consacrée à des séances d'entraînement, des promenades dans la ville et aussi pour pouvoir s'acclimater. Le poulain de Hugo Bros, les Lions indomptables doivent confirmer le superbe forme et le rage de vaincre face à la Colombie, un adversaire qui s'est souvent montré coriace au fil des rencontres. Reportage Emos Fwanga et Nana Paul Sabin. Les joueurs partis de l'aéroport international de Yaoundé dimanche aux environs de 13h sont bien arrivés en Espagne au bout d'un vol long courrier qui a duré 9 heures d'horloge. Cette vidéo tournée par l'attaquant Jacques Zoua dans l'avion est aussi la preuve que le voyage s'est déroulé dans une bonne ambiance avec aux commandes de l'animation l'invincible Oyongo Bitolo, bien que se déplaçant en béquille. La délégation camerounaise a pris ses quartiers à l'hôtel Alcoran de Madrid. Madrid, la ville d'art et de sport, offre donc depuis dimanche soir son hospitalité aux Lions indomptables. Ce lundi, en fin de matinée, le staff technique et les joueurs se sont offerts une promenade dans les rues de cette métropole qui est présentée comme la plus grande ville de l'Espagne avec ses 3 millions d'habitants. Une séance d'entraînement en soirée est aussi au menu des champions d'Afrique pour peaufiner le match amical de mercredi à nocturne face à la Colombie. Les Lions indomptables contre les Cafeteros sonnent comme des retrouvailles entre deux sélections qui se connaissent bien. Elles se sont déjà expliquées à 3 reprises avec une victoire pour la Colombie et 2 victoires pour le Cameroun, dont la plus prestigieuse est sans doute celle acquise en demi-finale de la Coupe des Confédérations France 2003, marquée par une issue dramatique, le décès de Marc Vivien-Foé en plein match. Mercredi, les Lions indomptables iront à Moscou, la capitale de la Russie, pays hôte de la Coupe des Confédérations 2017. Une expédition qui se fera sans Oyongo Bitolo. Bien que présent à Madrid, il ne sera pas de l'expédition russe en raison d'une grave blessure contractée samedi à Yaoundé lors du match des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Maroc. Oyongo Bitolo, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua, est en attente d'une opération chirurgicale. Vous l'avez suivi, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, bien embarrassé au lendemain de la blessure de Oyongo Bitolo, victime d'une rupture des ligaments croisés. L'arrière latéral gauche est indisponible pour environ 7 à 8 mois. Et du coup, c'est un véritable casse-tête pour Hugo Bros de remplacer cette pièce maîtresse de la défense camerounaise. Quelle solution miracle à quelques jours de la Coupe des Confédérations prévue en Russie? On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Dès la fin du match Cameroun-Maroc, Hugo Bros était déjà fixé sur le sort d'Ambroise Oyongo Bitolo. C'est une blessure grave, ligament croisé du genou, donc nous craignons qu'Ambroise va être absent pendant 6-7 mois. 6 à 7 mois d'indisponibilité. L'arrière latéral gauche sera le grand absent de la Coupe des Confédérations. Qui pour le remplacer donc? Hugo Bros ne le sait pas encore. Le problème, si tu dois maintenant encore appeler un joueur, c'est un joueur qui est peut-être déjà en vacances depuis 15 jours ou plus. Toutes les compétitions ont terminé aux environs du 21 mai, donc c'est presque 3 semaines. Donc est-ce que ça vaut la peine de prendre encore quelqu'un pour être à 23? Parmi les possibilités, il y a des joueurs de la sélection Espoir qui a récemment disputé et perdu un match amical contre la France. Je pourrais peut-être aussi prendre un jeune. Par exemple, les joueurs qui ont joué en France il y a quelques jours. Peut-être là, on peut prendre quelqu'un. Mais il n'y a pas que l'entraîneur qui est touché par la blessure de Oyongo Bitolo. Ses coéquipiers aussi souffrent de son absence. On connaît l'apport qu'il a dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est clair que c'est quelqu'un qui va nous manquer parce que c'était un joueur important de l'équipe. Il nous apportait énormément sur le terrain et en dehors du terrain, ça m'a vivre. C'était un peu celui qui
j'ai animé un peu le vestiaire, donc on est triste pour lui. À une semaine de la Coupe des Confédérations, la question du remplacement de Yongo Bitolo est un véritable casse-tête pour Hugo Broos. Pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, dans le sens que est-ce qu'on va appeler un autre joueur ou est-ce qu'on va aller à 22. Mais ne me demande pas aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, je dois encore réfléchir et demain je prendrai la décision. Actuellement en Espagne, pour un match amical contre la Colombie, les Lions indomptables poseront par la suite leur valise en Russie pour la Coupe des Confédérations. Ils évolueront dans le groupe B, aux côtés du Chili, de l'Australie et de l'Allemagne. Première sortie du Cameroun le 18 juin prochain contre le Chili. Après avoir glané la Coupe d'Afrique des Nations édition Gabon 2017, ces Lions indomptables peuvent-ils mettre à nouveau l'espoir, la barre plus haute lors de leur participation à la Coupe des Confédérations prévue en Russie? L'analyse et décryptage de la capacité, c'est à suivre dans le cadre de 100% foot. Invité à cette émission, Henri Bédimo, Lion indomptable sociétaire de l'Olympique de Marseille, et Justin Mbambok, entraîneur de football en Europe. Ces deux invités vont participer à l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué, à suivre juste après ce journal. Mais avant, dans une poussière de secondes, la deuxième partie de cette édition du 20h. Je reçois sur ce plateau Maître Guy Tougoua. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes avocat et membre d'un collectif qui apporte une assistance juridique aux victimes de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016. Quelques semaines après les révélations de la commission d'enquête sur ce drame ferroviaire, le directeur général du principal responsable de l'accident ferroviaire a démissionné pour se consacrer, dit-il, à l'instruction à temps plein des suites de l'accident. À quoi fait-il référence concrètement? Effectivement, Cyril, je suis membre du collectif d'avocats Fou Vouquin Tougoua. Nous sommes au nombre de 3 et au lendemain du sinistre des VK, nous sommes constitués pour la défense des intérêts des victimes. Et justement, vous avez appris que le directeur général du transporteur ferroviaire, présenté comme le principal responsable de ce drame, a démissionné quelques semaines seulement après que la commission d'enquête ait révélé de nombreuses anomalies et des défaillances dans la gestion de cet accident ferroviaire. Alors, il dit qu'il se met à la disposition de la justice. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au niveau de l'instruction judiciaire? Oui, c'est dit que nous avons lu ensemble le communiqué non signé de Camrail qui rendait compte des résolutions du conseil d'administration. Et dans ce communiqué, nous avons appris comme vous que monsieur le directeur général ainsi que monsieur le président du conseil d'administration des Camrail ont jeté les tabliers pour se consacrer désormais à la défense des poursuites qui sont engagées contre eux. Cela, bien évidemment, si vous avez suivi le communiqué du chef de l'État, communiqué relatif au rapport, le chef de l'État a promis de transmettre le rapport d'enquête à la justice, qui devrait établir toutes les responsabilités. Seulement, vous venez de dire tout à l'heure qu'il s'agit du principal responsable. Nous ne pensons pas qu'il n'y a que le directeur général de Camrail ou le président du conseil d'administration. Avant qu'on arrive aux responsabilités secondaires, d'abord, lorsqu'un dossier pareil est transmis à la justice, quelles sont les procédures qui sont enclenchées? Comment l'instruction judiciaire se met-elle en place? Oui, c'est dit que vous savez, il s'agit ici, il y a eu des blessés. Donc, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont disparus. Donc, tout va dépendre de la qualification qui sera donnée aux faits. Mais nous serons là en matière pénale. Et en matière pénale, vous savez bien, la responsabilité pénale est individuelle. Chacun répond pour sa part. Alors, nous nous posons la question de savoir s'il s'agit simplement du directeur général et du président du conseil d'administration. Si les actionnaires qui ont procédé au partage des bénéfices ne doivent pas venir aussi répondre. Parce que vous savez, Camrail, c'est une société qui a des actionnaires. Nous avons Total, nous avons le groupe Bolloré, il y a plein d'autres personnes qui doivent répondre également. Quel est le rôle des actionnaires et des responsables de ce transporteur ferroviaire dans ce drame qui est survenu le 21 octobre 2016, selon vous? Le rapport nous le dira, mais simplement dans les actes de gestion au quotidien de Camrail,
Nous savons que toutes les décisions sont prises à partir du groupe Bolloré. Pour vous convaincre, vous avez vu le communiqué de Camrail. Au pied de page, vous allez voir Bolloré Railway. Donc ça veut dire effectivement qu'en dehors du président du conseil d'administration et en dehors du directeur général de Camrail, il y a d'autres donneurs d'ordre qui doivent également venir répondre devant la justice. Alors ces donneurs d'ordre se trouvent simplement dans le sillage de l'entreprise de transporteur ferroviaire. Pensez-vous que la responsabilité secondaire pourrait aller au-delà de cette structure qui est maintenant citée comme principal responsable? Oui, effectivement, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les actionnaires de Camrail, il n'y a pas que le groupe Bolloré. Nous avons d'autres groupes. Il y a également la société Total. Nous avons d'ailleurs initié une procédure devant le juge des référés où Total également était à traite et cette procédure est pendante. Total s'est fait représenter par son conseil. Et vous avez initié une procédure en référé d'heure en heure à l'encontre des responsables du transporteur ferroviaire pour faire la lumière sur le sort réservé à ces personnes portées disparues après ce drame ferroviaire. Comment ça s'est passé, ces procédures? Qu'est-ce que la justice a dit sur ce sujet précis? Oui, le tribunal de Douala-Bonandio, tribunal de première instance, a été saisi en matière de référés sur la question essentiellement des disparus, il faut bien le préciser. Il ne s'agissait pas de questions d'indemnisation. Parce que dans notre portefeuille, nous recevons aussi bien les blessés, les familles des décédés, que les familles qui sont sans nouvelles de leurs, qui ont pris place dans le train numéro 152 du 21 octobre 2016. Alors, étant sans nouvelles de leurs proches, ils nous ont demandé, nous avons initié des actions auprès des Camrail qui sont restés l'aide morte. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Décider la justice de notre pays. Au cours de cette audience, et comme il est des règles, s'agissant d'une question touchant à l'ordre public et aux intérêts même de l'État, la procédure a été communiquée au ministère public. Vous savez, le ministère public, c'est le procureur de la République, c'est un démembrement territorial de la chancellerie. Le ministère public a pris des réquisitions dans lesquelles il a été bien indiqué qu'il fallait s'adresser à l'autorité administrative. Pourquoi l'autorité administrative alors que c'est le transporteur ferroviaire qui a porté de nombreux Camerounais de Yaoundé qui devaient en principe arriver à Douala et qui malheureusement se sont arrêtés à Zika dans des circonstances assez désastreuses? C'était certainement pas pour établir la responsabilité des autorités administratives. Vous savez, le ministère de l'administration territoriale, à travers sa direction de la protection civile, a plus de possibilités pour faire des investigations. Le ministère de l'administration territoriale, à travers ses démembrements territoriaux, pour mieux requérir les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et autres, pour intensifier les recherches. Ça ne veut pas dire que nous réclamons ces disparus à l'administration, mais simplement l'administration devra nous aider. C'est ce que le ministre de la Justice nous a indiqué. Et nous sommes donc retournés vers son collègue de l'administration territoriale par courrier et nous espérons les suites de son action. Alors, au moment où il y a une pression qui monte pour l'accélération du processus d'indemnisation, Camrail a fait le point sur cette opération dans son communiqué rendu public au terme du conseil d'administration. Il en ressort que 50% des dossiers ouverts par des familles des personnes décédées ont donné lieu à la finalisation d'un accord d'indemnisation, tandis que des voyageurs blessés ont reçu en partie des indemnisations définitives. Est-ce que cela vous satisfait, vous qui assistez des familles, des victimes, dans le cadre de cette affaire? Est-ce que ce processus d'indemnisation répond à vos attentes? C'est dit que je dois vous avouer qu'il s'agit d'une grosse escroquerie à l'endroit des citoyens camerounais et même du monde entier. Parce que dans ce train, il n'y avait pas que des Camerounais. Il y a des blessés gabonais et d'autres nationalités. Pourquoi c'est une grosse escroquerie selon vous? Oui, quelles sont les preuves que vous avez qu'ils sont en train d'escroquer les Camerounais? Oui, je vous explique, Cyril. Il s'agit d'un système de réparation basé sur la ruse et le dol. Parce que nous avons détaillé nos méthodes de travail. Nous, dès le lendemain de ce sinistre, nous avons bien compris qu'il s'agissait d'une question assez importante. Et le Cameroun n'a pas de passé en matière d'accidents ferroviaires. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Nous sommes attachés les services des experts en médecine légale, des traumatologues, des renommés, ainsi que des actuaires qui nous aident à faire des calculs. En face, Camrail ne vous dit pas avec la méthode avec laquelle les indemnisations sont proposées. Et les victimes de plus en plus nous font état d'un certain médecin
qui s'appellerait Atedieu, un docteur qui, nous ne savons pas quelle qualification il a. Il serait spécialiste des poches molles, donc spécialiste de questions de diabète et de prostate. Et en quoi le processus d'indemnisation mis en place par Camrail pose problème concrètement? C'est ce que je vous explique. Ce médecin dont je viens de citer le nom, et nous avons eu ce nom à travers nos blessés, nos victimes, appelle de manière souterraine presque toutes les victimes, qu'elles soient assistées ou pas. Et je vous rappelle également que ce médecin est salarié à Activa. À ce jour, il semblerait qu'il a même déjà perçu plus de 107 millions de francs à Camrail. Est-ce que vous avez les preuves oui, de ces différents éléments? Oui, cela nous est rapporté sont assez graves à l'endroit de plusieurs personnes dont vous êtes en train de... Cela nous est rapporté par des blessés. On appelle systématiquement tous les blessés, qu'ils soient assistés ou pas. Et qu'est-ce qu'on leur propose concrètement? On leur propose une réparation au forfait. C'est-à-dire, si c'est vous, c'est on vous dit par exemple, vous voulez combien? Voilà la méthode. Vous voulez 3 millions, on dit ok, nous sommes prêts à vous payer 1 million de francs. Cette méthode ne repose sur rien. Et nous profitons de vos quarantaines pour dénoncer cette pratique et inviter tous les Camerounais qui sont passés par là à venir nous voir parce que ces méthodes seront remises en cause. On ne peut pas, le curateur du CIDI ne peut pas délivrer des certificats médicaux pour la réparation. Nous sommes dans un système où Camrail est jugé parti. Quelle est la procédure normale qui doit être mise en place selon vous pour pouvoir justement permettre qu'il y ait un processus d'indemnisation qui respecte les normes et la réglementation en vigueur? Je vous ai indiqué tout à l'heure que le Cameroun n'a pas de passé en matière d'accidents ferroviaires. Et cet accident est régi. Les accidents ferroviaires ne sont pas régis par le code CIMA. Parce que c'est l'une des tromperies également de Camrail qui propose une méthode de réparation basée sur le code CIMA. Nous sommes dans un système, pas de réparation forfaitaire, mais de réparation intégrale. Il faudrait d'abord, soumettre les blessés à une contre-expertise. Parce que Caram ne peut pas être le curateur sinistre et proposer la réparation au même moment. En français facile, ça peut être juge et partie. Alors, les malades doivent être soumis à contre-expertise. Il y a plusieurs experts. Caram ne donne jamais sa méthode de travail. Les dossiers que nous avons ficelés jusqu'à présent et que nous avons envoyés à Camrail et qui se chiffrent à plus de 5 milliards de francs. Camrail a proposé pour la réparation à présent peut-être 200 millions de francs. C'est insultant. Vous ne pouvez pas prendre un étudiant qui a la fleur de l'âge, 23 ans, qui a un préjudice énorme, même y compris un préjudice sexuel, qui n'est pas sûr d'avoir des enfants. Les experts, à 10 experts, on évalue sa réparation à 200 millions de francs. Camrail en face vous propose 7 millions de francs. Est-ce que vous êtes sûr que les procédures judiciaires que vous avez initiées en France et aussi en Italie et au Cameroun pourront permettre de remporter une bataille judiciaire qui s'annonce concernant les indemnisations? Oui, parce que vous savez bien que de l'autre côté, il nous a été dit qu'il fallait un document officiel des autorités camerounaises pour que la justice se mette en marche. Nous avons désormais ce document, le communiqué du chef de l'État, attendant que le rapport soit remis à la disposition de la justice. Les poursuites vont suivre et nous voulons que la réparation se fasse selon les normes reconnues à l'international. Et pour les personnes disparues dont les familles sont sans nouvelles et qui sont meurtries, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour que leur voix soit entendue durant ce processus d'indemnisation? Je viens de vous indiquer que nous avons saisi M. le ministre de l'administration territoriale sur cette question et nous allons bien évidemment être reçus certainement par M. le ministre. On va trouver ensemble les voies et moyens pour la question des disparus. Merci Maître Guy Tougoua. Je rappelle que vous êtes avocat et membre de ce collectif Tougoua-Vouquin et bien sûr FROU qui apporte une assistance juridique aux victimes de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision pour suivre 100% foot ce soir avec comme invité Henri Bédimo, un lion indomptable, sociétaire de l'Olympique de Marseille, invité de l'émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Merci de rester sur Equinox Télévision. Reste que 36 ont annoncé les autorités du pays dimanche après-midi. Selon les révélations des médias locaux, tirées des témoignages, des assaillants habillés en civil ont ouvert le feu sur des gardiens de la prison, tuant 8 personnes. Ils ont ensuite réussi à entrer dans la prison et à libérer quasiment tous les détenus. Un bilan lourd pour une attaque prévisible selon la société civile. La prison était surchargée, les détenus étaient 3 fois trop nombreux, révèlent des membres de la société civile congolaise, avançant qu'ils avaient déjà alerté sur un risque d'attaque de la prison.
Ce n'est pas la première attaque du genre enregistrée dans ce pays. Le mois dernier, 4000 personnes avaient réussi à s'enfuir dans la prison de Makala, dans la capitale. Quelques jours plus tard, d'autres détenus s'étaient évadés des commissariats d'une commune de Kinshasa. Toujours dans ce chapitre international, les choix d'Emmanuel Macron suscitent des interrogations sur l'avenir de la France-Afrique. Le numéro 1 français a reçu en audience, en l'espace de 2 jours, le président Macky Sall du Sénégal et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Les présidents africains et leurs homologues français ont échangé sur des questions concernant l'agenda économique, coopération économique et la coopération sécuritaire. Éric Massanjomo nous en dit plus dans ce reportage. Lutte contre le terrorisme, renforcement de la coopération économique et militaire sont quelques points qui ont meublé les discussions entre Emmanuel Macron et ses 2 hôtes africains, Alassane Ouattara et Macky Sall. Ces 2 chefs d'État africains s'imposent comme les premiers du continent reçus par le nouveau président français. Une véritable victoire diplomatique pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la traditionnelle course africaine de réception à l'Élysée par les présidents français nouvellement élus. De nombreux contradicteurs de la France-Afrique voit en ce ballet diplomatique des chefs d'État africains à l'Élysée un maintien de cap, un statu quo dans la relation entre... Le lycée de Downtown, avec ses 16 centres d'examen, n'a pas échappé au dictat des absences. Pour ceux des candidats présents, mais n'ayant pas vu leur nom sur les listes, les différents chefs de centre et chargés de mission, suivant les instructions du ministre des Enseignements secondaires, ont créé une salle spéciale pour faire composer tous ces cas en attendant qu'ils régularisent leur situation. Une proposition rejetée par d'autres candidats qui ont préféré surseoir définitivement à la composition. À Bamenda, dans la région du nord-ouest, tout comme à Boya, dans le sud-ouest, où se déroule aussi le GCE, l'on a pu observer un dispositif sécuritaire important autour des centres d'examen et un déploiement des forces de sécurité dans les artères des 2 capitales régionales. Plusieurs cas d'absence ont également été enregistrés dans le lycée bilingue de Mbangem, situé dans le coupé Manengouba, région du sud-ouest. C'est le constat que font Jacques Molon et Gladys Sidier dans ce reportage. 516 candidats au DCI étaient attendus au lycée bilingue de Mbangem, soit 64 pour le DCI Ordinary Level et 452 pour le DCI Advanced Level. L'on a noté 60 cas d'absence. C'est après un message d'encouragement délivré par le préfet du coupé Manengouba que les candidats ont rejoint les salles de classe en passant bien sûr par la fouille systématique. We know the difficult circumstances that you faced. Once more, I stand here to wish all of you success. C'est d'abord le message de félicitations, d'avoir bravé tous les obstacles et s'est concentré pour se présenter ce matin pour leur épreuve. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que tout se passe très bien, toutes les mesures de sécurité. Une fois en salle, la prochaine étape a été la vérification de l'enveloppe scellée qui contient les épreuves. Cela a été fait avec le concours des candidats. La présence des forces de l'ordre. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'absence des candidats au DCE et O-Level atteint un taux record dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les 2 régions anglophones du pays. Malgré un fort déploiement sécuritaire, très peu ont répondu présent à l'appel, tandis que d'autres candidats ont éprouvé de sérieuses difficultés à retrouver leur salle de composition. La faute à la réorganisation des centres d'examen spéciaux qui ont désorienté plusieurs candidats. On en parle au cœur de ce journal. Le principal responsable du drame ferroviaire des ECA annonce qu'un accord d'indemnisation a été finalisé avec les familles des personnes décédées lors du drame survenu le 21 octobre 2016. Cependant, la mise en œuvre de ce processus continue d'être vivement critiquée et contestée par un collectif d'avocats. De leur côté, l'assistance juridique aux victimes prend une tournure bien compliquée dans le Highgate. Analyse et décryptage à suivre en deuxième partie de ce journal.
Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale de nouvelles évasions des prisonniers qui ébranlent les pouvoirs publics au Congo-Kinshasa. Plus de 900 prisonniers se sont évadés dimanche d'une prison centrale située à Béni. Des opérations de bouclage sont organisées depuis dimanche soir jusqu'à ce début de semaine pour tenter de les rattraper. On fait le point avec Eric Ouattat et Albertine Bichaga. C'est une nouvelle évasion spectaculaire. Sur les 966 détenus que comptait la prison de Béni, il n'en reste entre la France et ses anciennes colonies. Cette relation, dont le socle repose sur le paternalisme français vis-à-vis de ses anciennes colonies, est de plus en plus fortement décriée par une frange d'Africains animée par l'esprit de panafricanisme. Ces derniers, partisans d'une réorientation de cette relation France-Afrique, s'offusquent du fait que les présidents africains se bousculent très souvent pour être les premiers à être reçus par les nouveaux locataires de l'Élysée. Un véritable honneur pour ces chefs d'État africains qui, à travers cette poignée de main sur le perron de la présidence française, tentent d'afficher une certaine légitimité dans un contexte marqué souvent par des contestations et de nombreuses violations dans leur pays. Je vous le disais en titre, au Cameroun, l'absence des candidats au DCE et O-Level atteint un taux record dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Très peu des candidats ont répondu présents à l'appel malgré le fort déploiement sécuritaire pour éviter des débordements à Bamenda mais aussi à Buea. L'on note également que d'autres candidats ont éprouvé de sérieuses difficultés à retrouver leur salle de composition et leur nom sur les listes affichées pour la circonstance. La faute à la réorganisation des centres d'examen spéciaux qui a désorienté plusieurs candidats. Reportage, Stella Mboui, Donald Anouzoa et Martin Manguelin. Reportage. Les journées Villemante, qui semblent désormais faire partie intégrante du quotidien des populations de Bamenda, capitale régionale du nord-ouest Cameroun, n'ont pas été levées ce lundi, malgré le lancement effectif des épreuves écrites au DCI. Et c'est dans cette ambiance morose, empreinte de crainte, que les centres d'examen visités dans la ville ont débuté l'examen. Au lycée bilingue de Bamenda, qui abrite 8 autres centres d'examen, l'on a enregistré beaucoup d'absences. Sur un total de 173 candidats attendus, seulement 91 ont répondu à l'appel, soit 82 absents. Situation presque identique au Ordinary Level où l'on attendait 273 candidats. Seuls 148 ont répondu présents pour un total de 185 absents. C'était remarquable, déployé au sein du lycée bilingue de Bangem pour assurer la sécurité des uns et des autres. Pour cette première journée, en dehors des cas d'absence, pas d'incident majeur à signaler. Selon plusieurs responsables qui espèrent que le calme et la sérénité seront de mise pour la suite des épreuves. Tout va en tranquillité, sans problème. Mon souhait est que les élèves écrivent les examens en tranquillité jusqu'à la fin de vendredi. C'est très bien ce que les élèves ont surpassé pendant ce... Les élèves sont venus nombreux, l'administration centrale et départementale était là. Le vigilanté était là, la police était là. Mon souhait, c'est que tout se termine bien. Pour les candidats qui ont eu une année scolaire tumultueuse, il n'est pas question de baisser les bras maintenant. Au contraire, il faut rester concentré et mettre les chances de son côté pour obtenir son examen. Nous avons commencé la première épreuve avec psychologie. Et elle était particulièrement pas très difficile, mais elle était quand même abordable. On ne peut pas se fier sur la première matière. Donc nous attendons de voir d'autres matières, puis nous pouvons dire un résultat final. Je souhaite tout simplement que, comme le gouvernement a décidé de nous faire composer nos examens, qu'ils continuent dans cette même lancée. Pour cette année 2017, l'on a noté une réelle baisse des candidats inscrits au DCE dans les régions anglophones. De nombreux candidats au DCE et O-Level ont pris d'assaut des centres d'examen spéciaux. Situés à Yaoundé, le gouverneur du centre affirme que plusieurs candidats ont été autorisés à composer sous réserve de la régularisation de leurs inscriptions à ces différents examens du sous-système éducatif anglophone. Dans le reste de l'actualité, le centre-ville de Douala s'est retrouvé sous les eaux ce matin après une pluie diluvienne. Plusieurs Camerounais ont eu du mal